Bonjour Paul Maz, donc merci de nous recevoir chez toi à Paris. Tu es donc magicien. Oui. Alors, on va dire que tu es magicien, sauf que tu touches à quand même beaucoup de choses. Tu es un artiste complet. Est-ce que tu peux te présenter, donc qui tu es, ce que tu fais et depuis quand tu fais de la magie ou même du spectacle? Bien, bonjour Vincent. Oui, je suis Paul Maz, j'ai 54 ans. J'ai 5 enfants, donc j'ai fabriqué mon public, entre guillemets, avant de commencer la magie, c'est plus prudent. Je suis venu à la magie il y a relativement peu de temps, une dizaine d'années. Ça s'est passé de façon un petit peu bizarre, un peu surprenante. Je cherchais à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, pour mon fils qui avait 10 ans, à lui offrir une mallette de magie. J'ai jamais trouvé la mallette de magie idéale. Donc j'ai cherché un petit peu désespérément jusqu'au jour où j'ai vu un magicien faire de la magie dans un centre commercial. Donc c'est très important, les gens qui amènent la magie comme ça de façon inopinée, même quand on ne vient pas la chercher. Et j'ai été fasciné par ce tour de magie, qui est le tour de magie que tout le monde connaît, la disparition du petit foulard. Et j'ai commencé la magie avec ce tour. Je me suis dit, tiens, c'est cela qu'il faut que j'apprenne à mon fils. C'est pas lui amener une boîte à plat, parce que je trouvais que dans les boîtes, il n'y avait pas tellement de magie, finalement. La magie, elle était dans ce que je voyais, dans l'émotion que faisait passer le magicien. Donc j'ai appris le tour en question, et je l'ai fait à mon fils le jour de son anniversaire. J'ai vu que c'était vraiment, je dirais, un beau cadeau pour lui. Il était émerveillé. Je lui ai appris à le faire. Et puis ce qui s'est passé ensuite, c'est que c'est moi qui suis tombé dans la marmite, de la magie. Et j'ai commencé à m'intéresser à la magie, à passer mes nuits à lire des bouquins de magie, etc. Et puis alors, je ne sais pas pourquoi, sur une forme d'instinct, dès que j'ai commencé la magie, j'ai en même temps commencé le théâtre. J'ai finalement fait 5 ans de théâtre, dans une école de théâtre, en même temps que la magie. Ça m'a semblé indispensable pour que la magie existe vraiment, au-delà du truc, des artifices, d'amener quelque chose. Donc j'ai commencé à faire du théâtre et je ne me suis jamais arrêté finalement. C'est-à-dire que dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui, je pense à la dimension théâtrale. Alors ça peut être, actuellement j'ai intégré une école de mime, j'essaie de jouer un peu de musique, de faire, je dirais, un peu de ventriloquie dans mes spectacles, c'est-à-dire de mêler on va dire de mêler les genres, finalement, les techniques. Et il y a eu un déclic le jour où tu as décidé de monter un premier spectacle. Comment ça s'est passé? Parce que forcément que tu as commencé à apprendre, Oui. tu touches un petit peu à tous les tours que tu pouvais trouver, j'imagine. Et à partir de quand tu as décidé de monter un vrai spectacle? Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme tout un chacun, j'ai commencé à faire des tours que je montrais à ma famille, qui était mon public. Et puis j'ai rapidement, et très rapidement eu envie de faire de la magie autre chose qu'un hobby. J'ai pensé que ça deviendrait un métier un jour. Alors je dois dire que quand j'ai commencé la magie, j'avais 45 ans. J'étais à l'époque journaliste à plein temps, je travaillais régulièrement et tous les jours à un autre métier. Et j'ai commencé à entrecouper, je dirais, mes prestations de journaliste de prestations magiques. Alors ça a commencé bien sûr, comme je le disais, avec la famille. Et puis après j'ai commencé à proposer, alors non pas un spectacle au début, mais des prestations de close-up pour on va dire des salons professionnels. Ça c'est venu un petit peu plus tard, ça demandait un peu plus de métier, mais pour des apéritifs, des choses comme ça. Puis après j'ai testé dans les écoles, jusqu'au moment où j'ai pu faire des choses un peu plus ambitieuses. Mais à chaque fois je suis revenu vers une formation, c'est-à-dire qu'il y avait le théâtre, bien entendu, mais je suis allé pendant plusieurs années à Avignon, faire de la magie de rue, tout simplement, non pas pour en tirer de l'argent, quoique j'en tirais un peu, mais pour apprendre le contact des gens, pour voir ce qui
les faisait réagir. Donc je suis venu progressivement comme ça à une magie, je dirais, professionnelle, c'est-à-dire que j'ai fait de plus en plus de salons professionnels, et puis j'ai proposé mes spectacles à des associations, et puis j'ai écrit un premier spectacle, et puis un second, un premier qui n'avait pas de nom, qui était un spectacle de magie. Après j'ai élaboré un peu plus les choses, et j'ai vraiment essayé de faire passer dans la magie quelque chose de poétique. C'est-à-dire, la magie elle est poétique d'elle-même, mais je pensais que les mots, la poésie des mots, ça ajoutait quelque chose. Et justement, tu parles de quelque chose d'important. Tu as écrit un spectacle, c'est-à-dire que tu as vraiment fait cette démarche de te poser, Oui. d'écrire quelque chose. J'ai fait des erreurs, j'ai été maladroit, et je crois que les maladresses, ça, on apprend. Les premiers spectacles que j'ai écrits, j'ai été guidé par ce que je savais faire, tout simplement. Tu faisais plus des tours les uns à la suite des autres, comme tout le monde fait finalement. Voilà. Oui, sauf que, oui, j'ai fait comme tout le monde, hein, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais des tours, et je les ai faits les uns à la suite des autres, sauf que je les ai amenés dans quelque chose. C'est ça, il y avait un fil conducteur. Voilà, j'ai essayé de mettre autour quelque chose qui amenait... alors, ce quelque chose, c'était des histoires, des poèmes. C'était pas forcément une histoire complète, mais des petites histoires où les tours étaient, je dirais, mis en valeur, et où j'évitais ce côté que je n'aime pas dans la magie, qui est la magie de démonstration. Voilà, ça vraiment, pour moi, c'est l'anti-magie. Donc au début, j'ai été guidé par ce que je savais faire, et puis j'ai enrobé, pour être franc. Et après, quand j'ai eu un peu plus d'expérience, je suis parti d'un personnage, sans avoir de tour, sans avoir prémédité les tours. C'est ça. Voilà. Et c'est bien ce que tu dis, parce que du coup, dans tout ce que tu as dit, tu as quasiment résumé à la fois tout ce qu'on devrait tous faire, c'est-à-dire que la magie finalement c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc tu te sers de la magie pour créer de la magie finalement. Oui. Ce que j'essaye de faire, c'est d'utiliser la magie comme un art, parce que comme un art, comme l'est l'art poétique, comme l'est l'art musical. C'est-à-dire quand je fais un spectacle, ce que j'essaye de faire, hein, c'est vraiment ma volonté, j'aspire à ça, alors j'espère que ça passe, mais c'est d'utiliser, comme un peintre utiliserait des couleurs, moi j'utilise l'élément magique, c'est-à-dire l'effet magique proprement dit, les mots magiques, et puis tout ce qui peut être, je sais pas, ça peut être une voix off, ça peut être un geste qui n'est pas magique en soi, c'est-à-dire qui n'est pas un geste de magicien, mais un geste de mime, c'est-à-dire d'amener ou la ventriloquie même, c'est-à-dire d'amener des éléments qui appartiennent à des disciplines différentes, mais qui, je dirais, assemblés, peuvent valoriser une situation, une histoire. Et voilà, c'est vraiment ma démarche, c'est, je dirais, le mélange des genres, et j'oserais dire un peu la récup. Oui, hein. tout à fait. J'aime bien cette idée de récup, c'est-à-dire, sans être un spécialiste de la musique, on peut essayer de travailler juste un phrasé musical ou un geste pour valoriser un spectacle. Justement, alors si aujourd'hui on prend un petit peu ta démarche de création, tu pars d'abord un petit peu de tout ce qui est texte, d'abord l'histoire, tu as d'abord une idée d'histoire. Oui. Alors, parce que la plupart des magiciens, je le sais parce que j'en ai rencontré quand même pas mal, prennent d'abord des tours et autour des tours écrivent une histoire, ce qui est très fréquent. Toi, tu as peut-être une démarche un peu différente. Oui, ma démarche, c'est l'univers. L'univers. Je cherche dans quel univers je vais agir. Alors, quand je parle d'univers, si je prends plus, on peut dire c'est un univers de science-fiction, un univers du passé, un univers, je sais pas, historique, un univers poétique. Donc, c'est un univers. Si je prends mon dernier spectacle, Le Magicien de papier, l'univers, j'avais envie de quelque chose de proche, c'est-à-dire qui touche les gens. Un récupérateur de papier, par exemple, c'est un univers. Mais pour que ce soit vraiment un univers, il faut qu'il y ait un personnage qui colle à l'univers. J'ai pensé, et pourquoi? J'en sais rien, parce que c'est ce que je vois, un immigré italien qui venait en France et qui s'est retrouvé à récupérer le papier pour le recyclage. Et puis je l'ai placé dans un lieu
Le lieu, pour moi, c'est un lieu que je connais bien. J'habite Montmartre à Paris. C'est voir ce lieu qui est chargé d'histoire, où plein de gens de vraiment de différentes conditions se côtoient. Je trouvais que ça amenait quelque chose de proche du public, et c'est justement par rapport à cette proximité de leur faire faire des choses un peu extraordinaires. Je crois que pour que le rêve fonctionne, il ne faut pas être complètement parti dans la Lune. Il faut que la montgolfière elle reste accrochée un peu au sol, quoi. Et ce qui fait rêver, c'est effectivement, on a envie de monter après le fil de la montgolfière pour arriver dedans, quoi. Hein, si je prends une image. Donc ma démarche, c'est ça ma démarche. Et j'essaye de l'appliquer à chaque fois de la même façon, et puis en travaillant, en faisant des erreurs, comme tout le monde, quoi. Et justement, le magicien de papier, c'est ta dernière création? C'est ma dernière création, oui. Depuis quand? Alors c'est une création de 2006 en fait, hein, c'est-à-dire que je la joue dans les théâtres régulièrement à Paris et en région, hein, aussi, depuis 2006. C'est un spectacle qui marche bien parce que je crois justement que les gens accrochent sur un personnage qui peut être assez contemporain, mais le fait qu'avec des éléments de récupération, donc du papier, il se passe plein de choses magiques. Alors justement, le thème du spectacle, c'est beaucoup de choses sont faites avec les journaux. Hein. Donc j'ai entamé une recherche sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des journaux pour faire de la magie. J'ai retenu des choses, j'en ai inventé d'autres. Voilà, j'ai détourné, et puis j'ai répliqué des choses que j'ai vues, mais que j'ai mis dans mon univers. Tu es quelqu'un de très pris, je sais. Tu tournes beaucoup. Tu es programmé au théâtre de la Vieille Grille. Oui. Donc c'est souvent, très souvent. Sur Paris, on peut te voir facilement finalement. Oui, sur Paris, on peut me voir toute l'année. Ouais. Je joue très régulièrement, et c'est un petit peu mon porte-attache, parce que c'est un théâtre qui m'a accueilli dès mes débuts, il y a déjà quelques années. Au théâtre de la Vieille Grille, qui est le plus vieux café-théâtre de Paris, où des gens comme Bernard Haller à l'époque, Rufus, Jacques Higelin, et même Alain Stivell pour les Bretons, a commencé là dans un tout petit lieu où il y a 50 places. Donc j'y suis régulièrement. Je travaillerai à partir du mois prochain, pendant 2 mois, je serai au Théâtre Clavel à Paris, et puis ensuite je fais quelques tournées à droite à gauche en région parisienne, et puis pendant 4 mois à Boulogne-Billancourt dans un nouveau théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Clarté, entre autres. Donc oui, je fais on va dire entre 100 et 120 spectacles par an. Voilà, donc ça m'occupe, mais ça me laisse encore du temps, parce qu'il y a 365 jours. Donc, voilà. Et justement, tu es conscient un petit peu du côté, pas exceptionnel, parce que c'est pas ce que je voulais dire, mais pour un magicien ou un artiste du spectacle, intégrer une salle, être programmé, c'est pas très courant finalement. Et il y a forcément quelque chose que tu fais différemment. Tu te présentes comme magicien, comme artiste du spectacle? Je me présente... je ne sais pas si c'est pas courant, disons qu'à Paris on a la chance qu'il y ait beaucoup de théâtres, oui. Mais c'est vrai que tous les théâtres ne prennent pas tout le monde non plus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes. Je me présente avant tout comme, non pas comme magicien, alors c'est important, que moi la perception que j'ai quand on dit aux gens magiciens, ils ont une image du magicien qui n'est pas toujours positive. Hein. C'est clair. C'est clair, le magicien un peu arrogant, qui a le secret et qui finalement pose un peu un défi permanent aux gens. C'est pas quelque chose qui plaît tellement. Moi j'explique que je fais du théâtre magique, c'est-à-dire que je mêle à la fois le théâtre, la magie, la poésie, et que je fais des spectacles participatifs, c'est important. Je fais beaucoup de spectacles, mes spectacles sont principalement orientés vers le jeune public. J'explique que je fais participer les enfants, mais toujours pour les valoriser. C'est important de l'expliquer aussi, parce qu'on voit de tout. Et voilà. Et ensuite, je crois que les choses, le bouche à oreille fonctionne. Encore une fois, à Paris, on a beaucoup de théâtre, il y a beaucoup de critiques aussi, donc ça marche dans les deux sens. Mais quand on a une bonne critique, il y a tout de suite, je dirais, un aspect des multiplicateurs, quoi, dans la mesure où c'est un peu le festival d'Avignon toute l'année, quoi. Hein.
Donc je tourne beaucoup sur Paris, mais c'est un lieu où viennent beaucoup les programmateurs de province et qui achètent mes spectacles et qui ensuite me commandent des spectacles pour les centres culturels. Donc je tourne un peu partout. Et tu as une influence dans ce milieu, tu as des modèles, tu as des personnes qui t'ont amené. Ah oui. Moi, d'abord, je suis influencé par la magie, mais pas seulement par la magie. Ouais. Et justement, dans la magie, tu as un modèle, tu as quelqu'un que tu affectionnes particulièrement Moi, je suis, je dirais, un grand fan de gens comme Gaëtan Blum, ouais. Qui est un ami que j'aime bien et dont la magie me séduit vraiment. C'est le côté créatif que j'aime chez Gaëtan. J'aime Norbert Ferré, pour la poésie et sa magie, je dirais, qui je trouve est très proche du théâtre, du mime, de la poésie. Donc c'est des références pour moi, c'est cela. Ça peut être aussi des clowns comme Buffo, ou bien des mimes. J'étais fasciné par le mime Marceau. Donc mon inspiration, elle n'est pas uniquement magique. Je dirais, d'abord il faut dire que mes premières impressions magiques, c'est pas des magiciens qui me donnaient, c'est des comédiens, des vrais. C'est-à-dire que moi j'estime que quand j'arrive à croire à quelque chose de complètement hallucinant, par le biais de comédiens qui sont sur un plateau où quelquefois il n'y a même pas de décor, et que je rentre dedans, c'est déjà magique. Donc c'est ça la vraie magie. Ouais. Alors on a les artifices après, ou le décorum, on peut le rajouter en tant que magicien pour apporter autre chose, mais je suis fasciné par la magie que peut produire l'homme à main nue, quoi, déjà. Voilà, donc et les modèles de magiciens que j'ai expliqués là, sont d'abord tels que Gaëtan ou Norbert Ferré, sont d'abord des gens qui sont humains. Voilà. Et voilà, je crois que ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Dans mes spectacles, je crois qu'il y aura toujours un humain. Bien sûr, il y a toujours un magicien, on peut dire qu'il y a un humain, mais je dirais un humain avec un caractère, avec des défauts, avec des faiblesses, avec aussi un don ou un pouvoir, bien entendu, mais résolument humain, qui parle, important aussi. J'ai vraiment changé de sujet là. Oui. Donc tu as une association Oui. qui s'appelle Magève. Oui. Alors, est-ce que tu peux en parler oui, un oui. peu, quelle est c'est pas une fondation, hein, non, c'est une association, je peux en parler d'autant plus que vraiment ça me tient beaucoup à cœur. Je ne suis pas le fondateur de l'association. L'association, elle a été créée par Pierre Mougel, qui doit être aujourd'hui peut-être un des plus vieux adhérents à la FAP, hein, qui a sa carte à FAP depuis, s'il m'entend le pauvre, je ne veux pas dire Mathusalem, mais depuis fort longtemps. Et Pierre Mougel a décidé il y a 5 ans, suite à un accident d'avion, il y a eu un problème de dépressurisation, il a perdu l'ouïe d'une oreille, il s'est retrouvé à l'hôpital pendant un certain temps, et il a côtoyé des enfants qu'il a vus dans l'hôpital, qui végétaient, et il s'est dit, et ça c'était déjà, il était encore en activité, il s'est dit, quand je vais avoir la possibilité quand je serai à la retraite, en gros, j'aurai du temps, je ferai de la magie pour les enfants dans les hôpitaux, parce qu'effectivement ils s'ennuient, et il a créé cette association. Il a 74 ans, 73 ans aujourd'hui, je crois. Et il a créé cette association il y a 5 ans. Et avec son épouse, il a monté un spectacle de magie d'1 heure qu'il a, je dirais, fait tourner dans toute la France en offrant ce spectacle. Il a essayé ensuite d'ouvrir cette association parce qu'il ne pouvait plus suivre, il avait beaucoup de demandes, en dédommageant les magiciens. Alors ça n'a rien à voir avec un cachet, c'est un défraiement. Et il a créé une association, cherché des sponsors. Et aujourd'hui, pour en revenir à Magève, alors Magève, ça veut dire magicien pour enfants éprouvés par la vie. Je fais partie de Magève avec une douzaine de magiciens en France. Et on fait à peu près 70 spectacles par an qui sont offerts
Alors, dans les maisons d'enfants, où il y a des enfants qui sont sans leur famille et qui sont hébergés là pour des raisons sociales, dans les hôpitaux, il y a des enfants malades, dans des centres spécialisés, style IME, EMP, soit des enfants handicapés, qui ont des soucis, dans les orphelinats, on offre des spectacles. Et l'originalité de Magev par rapport à d'autres associations qui font de la magie dans les hôpitaux ou autres, c'est d'amener le théâtre à l'hôpital. On reste sur l'aspect théâtral. Il y a une charte Magev, c'est que le spectacle doit être un spectacle, vraiment. C'est-à-dire c'est 1 heure, les enfants sont assis, et le but, c'est de réunir justement les enfants qui sont éparpillés dans un grand hôpital, de les ramener dans une salle, et qu'ensemble ils participent à quelque chose. Même chose dans un orphelinat, etc. Il y a du spectacle vivant. Alors, il y a des contraintes qui ont été imposées. Il faut un fond de scène, des éclairages, une sono et un spectacle construit. Une charte de qualité. Une charte de qualité avec l'enfant au milieu des tours. C'est-à-dire que les enfants participent régulièrement au tour. Voilà. Et depuis cette année, on a initié des ateliers de magie. Pour l'instant, on en fait pas mal. J'en fais personnellement pas mal avec des handicapés mentaux. Et c'est fantastique le retour qu'on a, quoi. Donc, voilà, Magev, alors, une chose importante, on a un président, c'est Pierre Mougel, donc on a aussi un parrain, et je suis très fier de ce parrain, parce que ce parrain, c'est Norbert Ferré, voilà, qui a accepté d'être le parrain de Magev. Et bien sûr, on aura une marraine qui n'est pas encore dévoilée, mais qui viendra. Voilà, donc, l'idée de Magev, c'est d'offrir des spectacles de magie et des ateliers de magie partout où il y a des enfants qui souffrent. Voilà. Donc pour ça, on s'adresse à des sponsors individuels ou des sociétés. Entre guillemets, il y a donc 12 magiciens donc, qui sont répartis dans toute la France. Dans toute la France. Chacun son secteur, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour des raisons, d'abord, pour répondre à la demande, puis pour des raisons géographiques, pour éviter d'avoir traverser la France et d'avoir à payer des frais de déplacement, etc. Donc pour être efficace, alors on dédommage les magiciens, c'est important parce que si on est exigeant, effectivement, il ne faut pas demander à quelqu'un qui offre son spectacle de répondre à tous les critères de qualité et surtout à s'équiper en sono, etc. Donc ça fait partie de la charte de qualité, mais au-delà de la qualité des spectacles, il y a une charte de respect de l'enfant, de ne pas le choquer, de ne pas lui rappeler des souffrances, etc. Les magiciens peuvent être maladroits sans le savoir quand on fait quelque chose qui pourrait... Je prends un exemple, le couteau à travers le bras ou ce genre de choses. Dans un hôpital, ça peut faire rigoler au cabaret. Dans un hôpital, un enfant qui a eu un traumatisme, ça peut être... voilà. Donc, il y a un minimum à respecter. Comment ça se passe avant de postuler, donc toi par exemple, avant de postuler, quelqu'un est venu voir ton spectacle? Oui, en fait, ça s'est passé comme ça. C'est un autre magicien qui m'a mis en contact avec Pierre Mougel, c'est Peter Dean, notamment. Parce que moi, je dois dire que j'avais eu une démarche de ce type de mon propre fait, sans association, auprès d'enfants, notamment d'enfants en fin de vie sur des hôpitaux parisiens. Je m'étais proposé plusieurs fois, au moment de Noël ou aux vacances, quand ils étaient seuls, j'avais offert des spectacles dans des hôpitaux. Et donc Peter m'avait rapproché de cette association, en disant voilà, il y a quelqu'un qui fait comme toi, peut-être qu'ensemble... Et voilà, et avec Pierre Mougel depuis 5 ans, plus moi j'ai pris ça un peu après, depuis 4 ans, on travaille ensemble, je l'aide une action bénévole aussi au niveau de cette activité, en essayant de retrouver des partenariats et des fonds, quoi. Il y a un site internet? Il y a un site qui s'appelle www.magev.fr. Voilà. Magev.fr. Magev.fr. Avec toutes les informations. Donc les magiciens peuvent. Enfin, il y a peut-être des magiciens qui peuvent être intéressés par cette démarche, qui ne connaissent pas Magev en fait. Oui, alors il y a des magiciens. Alors on cherche régulièrement des magiciens. L'idée, c'est pas d'en avoir 50, parce que tout simplement pour des questions. C'est-à-dire quand on fait intervenir les magiciens, on l'a expliqué, sont défrayés, donc on les fait intervenir aussi quand on a des fonds. Oui. Mais bien sûr, les magiciens, on en cherche. Il y a des régions qui sont mal loties peut-être, non? Il y a des régions qui...
Je pense qu'on n'a pas une couverture exhaustive de la France. Avec 12 magiciens. Voilà, c'est clair. Peut-être vers le centre, il y a je crois qu'il y a quelqu'un du côté de Poitiers. Peut-être en Auvergne, il y a moins de... Moi, il m'est arrivé d'intervenir du côté du centre Auvergne par là, parce qu'on n'avait personne, et parce que j'ai de la famille, donc je me fais héberger là-bas quand j'y vais. D'accord. Voilà, on fait des économies d'échelle, des choses comme ça. Mais oui, je pense que de toute façon, je crois qu'on s'enrichit à participer à ce genre de choses, donc c'est toujours bon de prendre contact. Mais effectivement, le spectacle de tout magicien qui postulerait, qui voudrait travailler pour Magel, doit être vu, sera vu, c'est clair, par le président fondateur. Hein, je crois que c'est une bonne chose. Hein. Oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on essaie de promouvoir. Et d'abord, le retour est tellement exceptionnel. Quand on a des enfants qui sont dans la souffrance, je dirais tout au long de l'année, qu'on a la possibilité de leur apporter quelque chose, ils nous le font savoir et on est vraiment récompensé. C'est presque un plaisir égoïste, j'allais dire, de faire plaisir parce qu'on a un tel retour. Donc il faut le faire, il ne faut pas se priver, hein, ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, je suis très enclin à encourager les jeunes. D'ailleurs, pour revenir un petit peu tout à l'heure à comment on peut développer enfin, ces spectacles, je crois que c'est une voie d'aller vers les autres, notamment pour les associations qui ne peuvent pas de toute façon se payer les déplacements d'un magicien professionnel. Quand on a un hobby, qu'on a suffisamment travaillé, c'est tout. Surtout qu'on est très, je dirais, très droit dans sa tête sur une charte, je dirais, de respect et de contenu. On peut aller voir ces associations, ces lieux, et voilà. Donc je crois que c'est un moyen de progresser et qui est très efficace. Peut-être autant, peut-être que ce qu'on peut, enfin c'est pas comparable, mais ce qu'on peut faire dans les clubs, parce qu'on a un vrai public en vraie demande et je pense que ça peut apporter. Quels sont les conseils que tu donnerais là, comme ça, mais rapidement, hein, à un magicien qui débute, qui aimerait devenir magicien ou qui aimerait apprendre la magie? Quels sont les conseils que tu donnerais à ce magicien? Et si tu avais un livre à conseiller? Un livre de magie? Ah ouais, un livre de magie ou un livre qui t'a vraiment apporté dans ton domaine de spectacle, de la magie si tu veux, ou autre chose. Donc quel serait ce double conseil? Qu'est-ce que tu conseillerais à un magicien de faire aujourd'hui? Quelles sont les voies à explorer, ce genre de choses? Enfin, un conseil à toi. Oui. Et pourquoi pas un livre? Alors, qu'est-ce que je peux conseiller à un magicien? C'est de s'intéresser pas seulement à la magie. Voilà, la première des choses, c'est de se décoller de la magie. C'est de voir tous ces petits objets en plastique, vers quoi il peut l'amener, comment on peut l'ouvrir aux autres, tout en sachant, en étant possesseur du secret, comment on peut l'ouvrir aux autres. Et ça me semble vraiment important. C'est détourner et récupérer. Regarder les objets différemment. Pour reprendre Gaëtan Bloom, je crois qu'il disait, à force de reprendre, je ne sais pas si on ne déforme pas sa pensée, je parle sur l'enseigne du magasin qui disait Castorama, c'est le meilleur magasin de magie. Alors, je ne sais pas s'il l'a dit de Castorama, excuse-moi Gaëtan si c'est pas Castorama, c'est peut-être Bricorama plutôt, ou je ne sais pas, ou le Roi Merlin, enfin peu importe. Mais et c'est vrai, quand on va dans ces magasins, il y a des objets un peu bizarres qui sont générateurs de magie parce qu'ils se tordent d'une certaine façon, ils ont une forme un peu particulière. On peut il faut. Ce que je dirais aux magiciens, c'est les cartes, des objets magiques, ça y est, ils sont cernés, on sait où ils sont. Donc le problème, il n'est plus là. Après, c'est de savoir, par analogie, on peut trouver c'est comment on peut faire rentrer la magie dans des objets ordinaires pour faire de la vraie magie, qu'on n'ait pas le même objet magique que tous les magiciens. Donc c'est ça, c'est d'être curieux. Je crois que c'est vraiment la première des choses.
Parce que j'ai envie de dire, la magie est tellement spécifique que finalement, quand on achète des bouquins de magie, ben on sait où on va travailler la manipulation, travailler des exercices, travailler, apprendre des procédures, des choses. Ça y est, c'est vite cerné. Après, c'est de créer le monde autour et d'aller chercher dans le monde, dans un autre monde, pour faire cohabiter le principe qu'on a appris avec des objets du quotidien, quoi. C'est pour ça que je reviens à l'idée du papier. Le papier, c'est pas magique a priori, mais dès qu'on met entre les mains de grands magiciens, ça devient quelque chose de magique, quoi. Donc, c'est ça, c'est décollez-vous de la magie. Dès que vous avez un procédé magique, vous voyez par quoi il peut être remplacé, cet objet spécifique à la magie. Peut-être on peut déplacer les choses vers un autre monde. Les lectures, eh bien, moi, mes lectures, c'est pas les lectures magiques qui m'impressionnent le plus, c'est les lectures poétiques ou c'est les lectures, voilà, les personnages, je crois que je les trouve dans des lectures. Moi, il y a des bouquins qui me, j'aime beaucoup Paul Auster, par exemple. Je peux être fasciné par des livres. La musique du hasard ou Mr. Vertigo, où c'est l'histoire d'un Mr. Vertigo, c'est l'histoire d'un type qui récupère un enfant qui lui apprend à voler. À voler ses propres ailes. C'est magique, ça. C'est déjà un thème de magie, quoi, quelque part. Donc il faut s'ouvrir à d'autres mondes. Et puis les bouquins de magie, il y en a des biens aussi, malgré tout. Moi, j'ai trouvé des choses qui m'ont intéressé. Il y en a un, ça s'appelle Magie pour les nuls. Ouais, ça n'existe pas en France, mais ça s'appelle Magic for Dummies. C'est de la magie de proximité, enfin c'est la magie impromptue, en quelque sorte, mais des trucs fantastiques. Bien sûr, le livre de Jean Merlin, Magic Book, My Book of Magic, je crois qu'il s'appelle, c'est ça, je crois. Book of Magic. Oui, voilà. Mais déjà, ce sont plus des livres de magiciens, comment dire, qui s'intéressent qu'aux cartes. Ces livres véhiculent un peu pas une philosophie, mais presque une approche. Voilà, une approche. Après, il y a des choses plus pointues de Nielsen, de Nems, sur la mise en scène magique. Mais ça, pour moi, l'essentiel, c'est une fois parce que maintenant il y a Internet, alors on arrive facilement à découvrir la mécanique magique, mais justement après c'est habiller cette mécanique avec le rêve, et là le rêve, il faut aller le chercher dans la littérature, dans la poésie. Moi c'est la poésie, mes bouquins c'est des bouquins de poésie. Et donc ça se répercute finalement sur ce que tu fais. Voilà, absolument. Okay. Voilà, c'est créer votre univers magique, quoi. Voilà. Alors, si la magie, si un tel c'est le sport, pourquoi pas dans le sport il faut quelque chose de magique, enfin bon voilà. Voilà. Bah Paul, merci beaucoup de ton accueil. Merci Vincent, j'espère... Bah écoute, un petit morceau musical pour finir ou... Oui, je ne suis pas un grand musicien, d'ailleurs je me prétends magicien. C'est ni magicien, ni musicien, voilà. Parce que, alors, et prestidigitateur, j'ai lu ça aussi. Presque digitateur, oui. Alors c'est les enfants qui disent ça, du Père Queneau, il est presque digitateur. C'est ça, d'accord. Voilà. Père Queneau joue des morceaux, quelquefois un peu de ce style.